Dans cette vidéo, on va aborder une nouveauté franche qui est le sujet de la dérivation de l'application réciproque d'une bijection. Dans un chapitre précédent, on a vu, dans un cadre très général, ce que signifiait être une application bijective. Mais il se trouve que dans le cas particulier de l'analyse, en fait, il est très fréquent qu'une fonction f réalise une bijection entre deux intervalles. En fait, il suffit par exemple d'avoir une fonction qui est strictement monotone et continue, et à ce moment-là, elle va réaliser une bijection entre tout d'abord son intervalle de définition, ici je l'appelle grand I, et puis deuxièmement, l'intervalle que j'obtiens ici sur l'axe des ordonnées, et que je vais noter grand J. En effet, tout élément de grand J va admettre par la fonction f un unique antécédent dans l'ensemble grand I, et c'est donc bien la définition d'une bijection. Nous reviendrons longuement sur ce sujet. On est donc dans la situation suivante d'une fonction qui va d'un intervalle I dans un intervalle J, et donc, vu qu'elle est bijective, elle admet une bijection réciproque f-1 qui, elle, va de J dans I. La question fondamentale qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est si jamais la fonction f est dérivable, alors est-ce que, ou si oui, sinon, à quelles conditions, sa fonction réciproque f-1 est elle-même dérivable? Et deuxièmement, si jamais elle est dérivable, eh bien, comment calculer sa dérivée? Voilà un canevas de théorèmes. Le théorème du jour, le théorème de dérivation des applications réciproques. J'ai laissé des blancs et on va les compléter au fur et à mesure de notre réflexion. Voilà le contexte. On a une fonction f qui réalise donc une bijection entre deux intervalles, l'intervalle i, qui est son ensemble de départ, et l'intervalle, ici j, qui est son ensemble d'arrivée. Cet ensemble j vaut donc f de i, l'image directe de i par f, puisque la fonction f est surjective. Le but à partir de maintenant va être d'identifier ici des hypothèses qui vont permettre d'arriver à la conclusion suivante. La fonction réciproque f-1 est dérivable sur son ensemble de définition à L, c'est-à-dire J. Et deuxièmement, pour tout x appartenant à J, d'obtenir une expression de la dérivée de f-1, c'est-à-dire f-1' de x. Le point de départ de la réflexion, et en fait le point le plus important de la réflexion dans ce théorème, c'est que, comme on l'avait démontré dans le chapitre sur les applications, le graphe de f d'une part et de sa réciproque f-1 d'autre part sont symétriques l'un par rapport à l'autre. Ils sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. Du coup, si je prends un point du graphe de f, par exemple d'abscisse petit a, eh bien, le comportement de f au voisinage de a va complètement déterminer le comportement du graphe de f-1 au voisinage d'un point, mais qui n'est pas du tout petit a pour le coup, qui est un autre point qui est en fait f de a. Alors pourquoi f de a? Parce que le point ici que j'ai pris au départ, il était d'abscisse a, donc son ordonnée par définition du graphe de f, ici c'est f de a. Du coup, par symétrie, le point symétrique sur le graphe de f-1, là il faut inverser les abscisses et les ordonnées. Au lieu d'être d'abscisse A et d'ordonnée f de A, il va être d'abscisse f de A et d'ordonnée ici petit a. C'est toute la difficulté de cette situation. Ce qui se passe en A pour f détermine ce qui se passe en f de A pour f-1. On peut d'ailleurs inverser le point de vue. Si maintenant on part d'un point qui est sur le graphe de f-1 et qu'on décide d'appeler son abscisse petit b, eh bien ici par définition on a f-1 de petit b. Et donc, le comportement de f-1 en petit b va être déterminé par le comportement de a en f-1 de petit b. Alors que ici, l'ordonnée de ce point, c'est petit b. On voit donc que selon la façon dont on s'y prend, on a les relations entre a et b. B est égal à f de a et a est égal à f-1 de b. Ce qu'on peut aussi tout de suite comprendre grâce à cette symétrie, c'est que si jamais en un point de f, on a quelque chose d'irrégulier, quelque chose qui rend la fonction non dérivable, comme par exemple un pic, eh bien symétriquement, le graphe de f-1 aura également un pic. Et donc au point correspondant, c'est-à-dire en f de a, la fonction f-1 ne sera pas dérivable. Et de manière générale, n'importe quelle irrégularité ici sur le graphe de f qui rend la fonction non dérivable va
immanquablement donner lieu à une irrégularité sur le graphe de f-1 qui aussi donnera un cas de non-dérivabilité. Ça fait que ici, on comprend qu'une hypothèse raisonnable pour pouvoir conclure que f-1 est dérivable, eh bien c'est que tout simplement la fonction f soit elle-même dérivable. D'où la première hypothèse ici de mon théorème, si f est dérivable sur i. Ça paraît honnête comme première hypothèse. Sous cette hypothèse, c'est très bien d'embarquer. Pourquoi? En n'importe quel point du graphe de f, étant donné que ma fonction est maintenant supposée dérivable, alors le graphe admet une droite tangente. Donc par symétrie, sur le point correspondant sur le graphe de f-1, eh bien le graphe admet aussi une droite tangente. Or, quand A décrit tout l'ensemble grand I, l'ensemble de départ de petit f, eh bien ce point ici qu'on a placé sur le graphe de f parcourt tous les points du graphe de f. Donc symétriquement, le point qui est ici parcourt lui aussi tous les points du graphe de f-1. Autrement dit, en n'importe quel point du graphe de f-1, eh bien la courbe admet une tangente. Alors là, on a envie de dire, mais c'est réglé, la fonction f-1, elle est bien dérivable, puisque être dérivable, ça veut bien dire ça. Ça veut bien dire que le graphe admet en n'importe quel point une tangente. Eh bien, oui, mais sauf dans un seul cas. Et ce cas, c'est si cette tangente est verticale. On l'a vu. Lorsqu'une fonction admet en un point une tangente verticale, eh bien en ce point, cette fonction n'est pas dérivable. Or, le graphe de f-1, il peut admettre une tangente verticale. Quand ça? Eh bien, quand symétriquement, le graphe de f admet une tangente horizontale. De base, c'est tout à fait possible. Et en fait, quand est-ce que ça arrive que le graphe admet une tangente horizontale? Eh bien, ça arrive très exactement quand, en ce point, la dérivée de f s'annule. C'est donc un point problématique. En fait, si jamais il y a un point petit a où la dérivée de f s'annule, f' de a égale à 0, alors, en ce point, le graphe de f admet une tangente horizontale, et donc symétriquement, le graphe de f-1 ici admet une tangente verticale, et donc au point correspondant f de a, eh bien la fonction f-1 n'est pas dérivable. Pour que notre théorème soit vrai, pour que f-1 soit dérivable, il faut donc ajouter une deuxième hypothèse, qui est tout simplement que la fonction dérivée f' ne s'annule jamais. La première hypothèse était que f était dérivable sur i, la deuxième hypothèse est f' ne s'annule jamais sur i. Là, on sent que ça va marcher. Le but est maintenant de démontrer que sous ces deux hypothèses, on a les deux conclusions suivantes. Premièrement, la fonction réciproque f-1 est dérivable sur son ensemble de départ grand J. Et puis deuxièmement, que pour tout x appartenant à grand J, on peut calculer f-1' de x, mais ça, j'ai laissé un blanc, on le verra tout à l'heure au fil de la démonstration. Alors la démonstration, il existe une démonstration tout à fait rigoureuse, que l'on verra un peu plus tard dans l'année. Ici, on va se contenter d'une démonstration purement géométrique, en fait, qui va utiliser les arguments dont on a parlé dans l'introduction. Mais personnellement, je trouve que cette démonstration géométrique est presque plus intéressante que la démonstration rigoureuse. Allons-y. Donc, comme on le disait en introduction, on sait que le graphe de f-1 est symétrique à celui de f par rapport à la droite d'équation y est égal à x. On fixe ici un nombre petit a appartenant à l'ensemble de définitions de f, grand I, et puis on va noter pour simplifier les notations, petit b est égal à f de a. Étant donné que f est dérivable en petit a, elle est dérivable partout, alors son graphe admet une tangente, une droite que l'on note grand D, au point de coordonnées AB. Ce point, on va le noter M. Du coup, par symétrie, le graphe de f-1 admet aussi une tangente, on va noter cette tangente D', au point symétrique. Étant donné que les coordonnées de M c'était A, B, alors les coordonnées de M' sont symétriques, c'est le contraire, c'est B, A. D' est bien évidemment la droite symétrique de la droite D. À partir de là, il y a deux cas. Le premier cas, c'est le cas problématique. Si jamais f' de a est égal à 0, alors exactement comme on le disait tout à l'heure, ici, à ce niveau-là, au niveau du graphe de f, son graphe admet une tangente horizontale. Et donc, par symétrie, la droite D', qui est le symétrique de D, est une droite verticale. Ça signifie donc que
enfin ça signifie, ça implique donc que la fonction f-1 n'est pas dérivable au point correspondant ici, et ce point, eh bien, ça n'est autre que petit b, hein, puisque petit b vaut, comme on l'a noté, f de a. Le deuxième cas, c'est le cas favorable. C'est le cas où f' de a est différent de 0. Du coup, ici, la droite d n'est pas horizontale, et donc la droite d' n'est pas verticale. Du coup, la fonction f-1 admet en ce point, alors donc au point b, une tangente qui n'est pas verticale. Donc du coup, la fonction f-1 est bien dérivable en ce point petit b. Maintenant, la question c'est que vaut sa dérivée? Que vaut ici f-1' de b? Là, il faut réfléchir. En fait, revenons à cette droite ici, la droite D, au voisinage du point A sur F. Cette droite D, c'est une droite qui n'est pas horizontale, donc elle a une pente. Cette pente, on peut l'appeler petit p. Et cette pente vaut bien évidemment f' de A, par définition de f' de A. Et cette pente est non nulle. Ici, sur mon dessin, elle est strictement positive, mais elle pourrait également être strictement négative. J'ai donc géométriquement la situation suivante, en utilisant la définition de ce qu'est la pente d'une droite. Si ici, j'avance horizontalement de 1, alors verticalement, je monte ou je descends, hein, ça dépend du signe de P, de cette fameuse pente que l'on a notée petit p. De là, on peut en déduire des choses sur la droite D', et c'est ce qui est fait ici, tout simplement par symétrie. Rappelez-vous que la symétrie par rapport à la droite d'équation y égale x, elle inverse les abscisses et les ordonnées. Pardon, du coup, si ici, j'avais un déplacement horizontal de 1 et un déplacement vertical de P, alors symétriquement, j'ai un déplacement pour D' horizontal de P qui correspond à un déplacement vertical de 1. Et ça, eh bien, ça me permet d'avoir la pente de D'. Et c'est bien ça que je veux. La dérivée de f-1 en B, c'est la pente de D'. Et cette pente, eh bien, j'utilise la bonne vieille formule qui dit c'est la différence des ordonnées, c'est-à-dire 1, divisé sur la différence des abscisses, c'est-à-dire P. Voilà. Le lien qu'il y a entre, d'une part, la pente de D et d'autre part, la pente de D', c'est un lien d'inversion. Si la première a une pente de P, la deuxième a une pente de 1 sur P. Du coup, ici, f-1' de B, c'est 1 sur P, c'est-à-dire 1 sur f' de A. Encore une fois, cette relation est d'une simplicité miraculeuse en fait. Mais elle a un gros défaut, c'est que quand même on est en train d'exprimer la dérivée de f-1 en B en fonction de quelque chose où on a la dérivée de f, mais pas au point B, au point petit a. Donc là, il faut se souvenir de la relation qu'il y a entre B et A. B, je vous le rappelle, c'était f de A. Donc du coup, petit a par rapport à B, c'est f-1 de B. Et ça nous donne donc la formule finale. En remplaçant dans cette formule ici A par f-1 de B, j'obtiens que c'est f1 sur f' de f-1 de B. Voilà ma formule. La dérivée de f-1 en B est égale à 1 sur f' de f-1 de B. Et cette formule vaut pour tout B, puisque ici, pour tout B appartenant à J, puisque ici, le travail que j'ai fait, il est valable pour tout A, et quand le nombre A décrit tout l'intervalle grand I, eh bien le nombre B décrit tout l'intervalle grand J. C'est une propriété des bijections. Je peux donc compléter mon théorème ici. Pour tout x appartenant à J, f-1' de x est égal à 1 sur f' de f-1 de x. C'est la formule du jour. Alors, deux remarques. La première, c'est que si jamais vous avez oublié cette formule, vous pouvez la retrouver très rapidement. En effet, par propriété des bijections, on sait la chose suivante pour tout x appartenant à J, c'est que f de f-1 de x est bien évidemment égal à x, puisque f rond f-1 est égal à identité de J. Or, cette relation, eh bien, on peut la dériver. Ça va donner la chose suivante. À droite, bien évidemment, j'obtiens 1. Et puis à gauche, ici, je peux dériver cette quantité sous la forme d'une composée. Ici, d'après la formule de dérivation des composés, ça me donne f' de f-1 de x fois f-1' de x. Et cette chose-là est censée faire 1. Du coup, ici, en divisant tout simplement ici par f' de f-1 de x, je retrouve bien
f-1' de x est égal à 1 sur f' de f-1 de x. La deuxième remarque, c'est qu'on retrouve ici quelque chose que l'on savait déjà, on l'avait démontré autrement, à savoir que f-1 a la même monotonie que f. Effectivement, vous voyez ici, on est dans le cas justement de fonctions qui sont dérivables, et donc ici, sa dérivée f-1', si je regarde là justement dans cette formule, eh bien, elle a exactement le même signe que f', puisque ici, je regarde f' de quelque chose. Donc si jamais f' est strictement positif partout, alors f-1' aussi, et inversement, si f' est strictement négatif partout, alors f-1' aussi. On va maintenant s'intéresser à un ou deux exemples d'utilisation de ce fameux théorème de dérivation des applications réciproques. Le premier exemple, que l'on pourra peut-être juger un peu inutile, mais que moi je trouve intéressant et rigolo, c'est d'utiliser ce théorème pour obtenir la dérivée de la fonction logarithme. Alors, il y a plusieurs manières de construire la fonction logarithme, mais une des manières de la construire, c'est de la définir comme étant la réciproque de la fonction exponentielle. Donc là, il faut imaginer la situation suivante. On imagine qu'on a construit la fonction exponentielle, qu'on sait tout dessus. On sait que la fonction exponentielle est une fonction de r dans r plus étoile. On imagine qu'on sait également qu'elle est bijective. Et on imagine qu'on sait la dérivée. Notamment, on a montré la relation suivante, que exp' de x, eh bien, c'est exp de x. Dans cette situation, on peut vraiment définir, on pose, la fonction logarithme comme étant, eh bien, la fonction réciproque de cette fonction exponentielle, puisqu'elle est bijective, elle admet donc une fonction réciproque. Et cette fonction réciproque, ça va donc être une fonction qui va de r plus étoile dans R par interversion des deux ensembles. Là, eh bien, on va pouvoir appliquer, pour dériver le logarithme, le théorème de dérivation des applications réciproques, qui a deux hypothèses à vérifier, mais deux hypothèses à vérifier sur la fonction f, qui est ici la fonction exponentielle. Et ces deux hypothèses sont bien vérifiées. Il faut d'abord que la fonction exponentielle soit dérivable sur R, ça c'est le cas. Et il faut deuxièmement que sa dérivée ne s'annule jamais sur R, ce qui est bien aussi le cas, puisque la dérivée d'exponentielle, c'est exponentielle, et ça ne vaut jamais 0 sur R. Donc, d'après le théorème de dérivation des applications réciproques, la fonction réciproque, c'est-à-dire le logarithme, est dérivable sur son ensemble de départ, qui est R plus étoile. Vous remarquez dans la rédaction que puisque j'utilise le théorème de dérivation des applications réciproques, eh bien, je le cite. De plus, et c'est là que c'est très intéressant, le théorème, il donne également la dérivée de logarithme. Il dit la chose suivante. Pour tout x appartenant à R plus étoile, c'est là qu'il faut bien s'accrocher, logarithme prime de x, c'est f-1' prime de x, c'est 1 sur f', donc ici f c'est exp, donc exp' de f-1 de x, c'est-à-dire de log de x. Or, exp', eh bien c'est exp, donc ici je me ramène à exp de logarithme de x. Et enfin, par définition d'une bijection réciproque, exp de ln de x, eh bien c'est x. J'obtiens donc 1 sur x. Et voilà, j'ai bien démontré grâce à ce théorème que la dérivée du logarithme, c'est la fonction inverse. Deuxième exemple, on va maintenant s'intéresser à la fonction racine carrée. Vous avez tous, je pense, appris au lycée que la dérivée de cette fonction, c'était 1 sur 2 racines de t. Également, vous avez vu que cette fonction n'était pas dérivable en 0, elle est dérivable sur R plus étoile. Mais je ne suis pas sûr qu'au lycée, vous ayez démontré cette relation. Eh bien, c'est le grand jour, c'est aujourd'hui qu'on va démontrer cette relation. En fait, pour comprendre comment démontrer cette chose-là, il faut en fait revenir à la définition de ce qu'est la fonction racine carrée. La fonction racine carrée, c'est par définition la réciproque de la fonction carrée. Alors, pas la fonction carrée définie sur R tout entier, puisque ici, elle n'est pas bijective. Mais la fonction carrée uniquement restreinte à R+, où là, c'est une fonction qui est strictement croissante, donc injective, et qui va bien prendre toutes les valeurs de R+, puisque ici, par théorème des valeurs intermédiaires, si vous prenez n'importe quel Y
appartenant à R+, et bien ce y admettra ici un unique antécédent par cette fonction carré. Je ne m'étends pas sur le sujet, on reverra ce type de raisonnement plusieurs fois, mais donc j'espère vous avoir convaincu que la fonction que j'ai mise ici, et que j'ai appelée f, qui est donc la fonction carré, puisque at elle associe t carré, mais simplement qui va de 0 plus l'infini R+, dans 0 plus l'infini, cette fonction-là est bien une fonction qui est bijective. Du coup, dans cette situation, en fait, la définition de la fonction racine, que je vais volontairement appeler racine, c'est la fonction réciproque de cette bijection. Autrement dit, qu'est-ce que racine de y? Eh bien, c'est l'unique nombre appartenant à R+, tel que l'unique a, tel que a carré est égal à y. C'est ça la racine de y. Une fois que ce contexte est posé, peut-on appliquer le théorème de dérivation des applications réciproques à f et puis à sa réciproque, la fonction racine carrée? Il faut regarder. D'abord, il faut regarder si f est dérivable sur son ensemble de définitions. Ça, oui, bien évidemment. F est dérivable sur R+, et en plus, on a sa dérivée. Pour tout x appartenant à R+, f' de x vaut 2x. Deuxième hypothèse du théorème de dérivation des applications réciproques, il faut que la dérivée de f' ne s'annule jamais. Mais là, en fait, ça coince, ça ne va pas. Est-ce que cette fonction ne s'annule jamais? Bah si, en fait, elle s'annule en un seul point qui est en x est égal à 0. Et d'ailleurs, ça se voit ici sur le graphe, cette bonne vieille fonction carrée qui est ici, eh bien oui, en 0, sa dérivée s'annule et elle admet ici une tangente horizontale. Du coup, par le raisonnement que nous avons fait dans le théorème, eh bien ça montre que sa fonction réciproque, la fonction carrée, que j'ai ici dessinée là, n'est pas dérivable au point correspondant en f de 0, c'est-à-dire en 0, et que son graphe admet en 0 une tangente verticale. Voilà déjà une bonne chose de prouver la non-dérivabilité de la fonction racine en 0. Bon alors maintenant, comment s'en sortir pour la dérivée ailleurs qu'en 0? Bah c'est pas compliqué, on va un petit peu tricher. Au lieu de prendre f ici défini sur R+, avec 0 inclus, on va exclure 0. Ce qui fait que dans l'ensemble image ici, ça exclut aussi 0, puisque 0 est envoyé par f sur 0. À ce moment-là, bon, cette fonction est bien toujours bijective. On peut définir la fonction racine carrée comme étant la réciproque de cette fonction, et c'est juste qu'on a enlevé un seul point. Et là, c'est bon. Les deux hypothèses sont vérifiées. Alors là, vous voyez, hop, on rajoute des petites étoiles pour dire qu'on est maintenant sur R plus étoile. Et sur cet ensemble-là, f' ne s'annule jamais sur R plus étoile. Donc, par le théorème de dérivation des applications réciproques, la fonction racine est elle-même dérivable sur R plus étoile. Maintenant, c'est là que c'est très intéressant. Grâce au théorème, on va également pouvoir la dériver. Pour tout x strictement positif, on a, d'après le théorème, que racine prime de x, c'est donc 1 sur f' de racine de x. 1 sur f' de f-1 de x. F' de quelque chose, de n'importe quoi, on le sait, c'est 2 fois ce quelque chose. Donc du coup ici, j'obtiens 1 sur 2 racine de x. C'est bon, j'ai exactement la bonne vieille formule qu'on m'avait apprise au lycée. La dérivée de la fonction racine en x, c'est 1 sur 2 racine de x. On voit par ces deux exemples que le théorème de dérivation des applications réciproques, c'est un théorème qui, même si vous n'en aviez jamais vraiment entendu parler, peut-être en tout cas, eh bien, était sous-jacent à des choses que vous saviez déjà, mais que personne ne vous avait démontré. C'est un théorème qui, tout de même, est assez important en analyse.